Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons M. Idrissa Memeta pour nous entretenir sur le sujet d'actualité de la semaine. Monsieur Idrissa, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir encore accordé cet entretien. Merci également à vous de m'avoir choisi pour cet entretien. Et de passage, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés qui s'intéressent à nos explications, qui s'intéressent à nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite également la bienvenue chez moi. Merci. Voilà. Merci pour votre disponibilité et votre courtoisie. Idrissa Memeta, je vais aborder ma première question. Alors, Monsieur Yann Christian Vézilier, un diplomate français, selon les autorités françaises, qui avait été arrêté, plus 11 de nos militaires, certains hauts fonctionnaires, hauts gradés, pour tentative de déstabilisation. Monsieur Yann Christian Vézilier a été jugé, condamné à 20 ans de prison. Ce jugement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur point de vue, d'autres aussi donnent des affirmations entre guillemets gratuites. Selon vous, Idrissa, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce jugement, sur ce procès de M. Yann Christian Vézilier? La première question. D'abord, je pense que beaucoup de personnes sont en train de parler de cette histoire aujourd'hui ou émettre des doutes. Je pense qu'il serait mieux au moment où Yann Christian ou Yann Vézilier se faisait arrêter, il aurait dû s'indigner de l'acte que ce dernier a posé. À l'époque, voilà, cette tentative de déstabiliser. À l'époque, beaucoup ont refusé de parler de ça. Et la question, c'était, est-ce la mission d'un diplomate de chercher à déstabiliser un pays d'accueil? Est-ce ça la mission d'un diplomate? Ou même est-ce, comme il le disait, que c'était un agent de renseignement français de la DGSE, est-ce qu'un agent de renseignement est là pour collecter ou pour chercher des informations qui concernent son pays, pour aider ses diplomates, pour aider son pays à prendre les meilleures décisions? Est-ce que c'est ça son rôle? Ou chercher à recruter des mercenaires et des nationaux pour déstabiliser le pays d'accueil? Beaucoup de personnes se sont réservées de parler du sujet parce que le monsieur bénéficiait de la présomption d'innocence. Déjà, lorsqu'on arrêtait, lorsque Yann Vézilier se faisait arrêter, la France a d'abord nié les faits. Et deuxièmement, la France avait refusé de reconnaître que le monsieur était un agent de la DGSE. La France parlait d'un diplomate. Et les communicateurs qui communiquent pour la France ont commencé à dire que c'est faux, ce n'était pas un espion, il ne travaillait pas à la DGSE. Certains sont allés jusqu'à dire que c'était un simple mécanicien. Et au fur et à mesure que la France reconnaissait effectivement qu'il n'était pas un simple agent, un simple fonctionnaire de leur ambassade, et ce n'était pas un simple fonctionnaire, au fur et à mesure, les communicateurs qui communiquent pour la France également, certains se sont tus, d'autres ont commencé à dire, même si c'est ça, le Mali savait que c'était un agent de la DGSE. Comme je vous le disais, les agents, quand ils partent dans un pays, ils s'intéressent aux informations ou bien ils collectent des informations pour aider leur pays à prendre des décisions et non pas pour aller déstabiliser le pays d'accueil. Ce n'est pas ça leur rôle déjà. Maintenant, quand au fur et à mesure qu'ils reconnaissaient effectivement que c'était un agent de la DGSE, et c'est en ce moment que la France a commencé à se justifier en disant que
Vézilier, sa présence et son appartenance à la DGSE étaient connues. Sinon, au début, il n'avait pas dit ça. Au début, il n'avait même pas reconnu. Le narratif a évolué au fur et à mesure. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quant à ce que le gars faisait, alors, la France le présente comme un diplomate. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un diplomate français, de surcroît, il disait que c'était comme un adjoint au premier ou deuxième adjoint, qui est là pour les citoyens français, mais se promenait de grain à grain à Bamako. Hein? C'est-à-dire, voilà, dans le quartier, les jeunes s'asseyaient pour causer. Ils se promenaient de grain à grain pour aller échanger avec ces derniers sur le Mali. Est-ce qu'ils sont contents du président? Est-ce qu'ils ne sont pas contents du président? Est-ce le rôle d'un diplomate? Hein? Deuxièmement, il s'approchait également à certains militaires et à d'autres personnes qui étaient des leaders d'associations. Il faisait la même chose. Il faisait la même chose. Et il encourageait même d'autres à sortir pour dire des trucs ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est connu, hein, des simples citoyens. Mais ce qui est connu des renseignements est encore plus pur que ça. Je pose juste la question, est-ce que c'est ça le rôle d'un diplomate? Est-ce qu'un diplomate français qui est au Mali, est-ce que c'est son rôle d'aller voir de grain en grain pour savoir ce que les gens pensent de Assimi ou pas? Pour savoir est-ce que les gens doivent accepter Assimi ou pas? Ou bien pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent, comment dirait là, est-ce que Assimi doit être chassé ou pas? Ce n'est pas son rôle. Il y a certaines personnes également, on dit que si un espion est arrêté, on l'expulse, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il y a certaines personnes également qui ont dit ça. Ça, c'est lorsque un agent est dans un pays et qu'il commence à espionner ce pays-là au profit de son pays. Lorsque le pays espionné se rend compte qu'il est en train de l'espionner, il l'expulse. Il n'a posé aucune action de compromission. Non, 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 il l'expulse parce qu'il est en train d'espionner. Mais lorsque un agent se rend coupable ou participe ou organise un complot pour organiser un coup d'État contre un pays, quand on l'arrête, on le juge. C'est un coupable. Il est coupable. Il n'est plus dans le cadre de recherche de renseignement, mais il est dans ce qu'on appelle dans la préparation ou l'exécution même du coup d'État ou bien de la déstabilisation. En ce moment, il n'est plus considéré comme un simple espion, mais il est considéré comme un agent déstabilisateur. Ça va au-delà de l'espionnage classique. Donc, ce dernier, on ne peut pas le relâcher comme ça ou bien le chasser. On va le juger pour en savoir davantage sur ce qu'il a fait, sur ses complices, les niveaux d'implication et les effets recherchés. Justement, le jugement. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent que ce procès aurait dû être un procès public, que tout le monde devrait être invité, un procès de ce templaire, que ça intéressait beaucoup de personnes pour aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce que le monsieur a préparé, voilà. Alors d'abord, la justice ou les magistrats ne vont pas à la télé, à la radio, pour dire aux citoyens, venez demain, il y a jugement, ou venez demain, il y a procès. Ça ne se passe pas comme ça. C'est aux journalistes qui s'intéressent. Encore les journalistes? Non, 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 je suis juste en train d'expliquer. C'est les journalistes qui s'intéressent au dossier et c'est eux qui vont chercher des informations et ils informent le public pour dire que tel jour il y a ça ou il y a ça. Le juge, lorsqu'il y a un jugement, lui, son rôle s'arrête, c'est-à-dire il informe à travers la publication du jugement. C'est-à-dire, si vous partez dans les tribunaux, vous allez voir, il y a un endroit où il y a des affiches. Un endroit qui est accessible au public. Et là-bas, il est mentionné tel procès doit se tenir tel jour entre telle et telle personne sur tel et tel dossier. Ouais. Ceux qui sont intéressés par le jugement,
ils vont là-bas pour regarder ce tableau-là, pour s'informer sur les dossiers en cours. Et si le magistrat fait ça, il a rendu le procès public. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que quelqu'un t'a dit que cela n'a pas été fait? Le jugement n'est pas possible sans ça. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, la France, qui a vu son agent être jugé, ne s'est jamais plaint de la procédure du jugement. Il n'y a eu aucune violation. Elle ne l'a pas dit. Elle a condamné le verdict. Elle n'a pas dit que le jugement n'a pas été bon, ou bien le jugement n'a pas accepté ça, n'a pas accepté ça. Donc, ceux qui disent que le jugement n'a pas été public, est-ce qu'ils sont allés voir là-bas si le jugement avait été annoncé ou pas? Non. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a été jugé de façon isolée ou bien de façon clandestine, alors que toi, tu ne t'es même pas informé sur ce qui se passait? D'accord. Voilà. Toujours sur cette situation, Nathalie Yam, qui est une grande influenceuse, une panafricaniste, entre guillemets, si nous pouvons dire, elle a fait une sortie mal comprise par l'opinion. Et quelle analyse faites-vous de la sortie de Nathalie? Je pense que c'était une sortie hasardeuse, ratée. Ratée? Oui, ratée. Et une sortie qu'elle-même ne peut pas comprendre parce qu'au début de sa vidéo, elle dit que la vidéo qu'elle va faire, les gens ne vont pas comprendre. Donc, ça veut dire que même elle-même... Elle était consciente. Non seulement elle était consciente, elle savait qu'elle faisait quelque chose qui n'allait pas être comprise. Dans sa vidéo, elle parle de condamnation isolée qui présage des deals isolés. C'est une accusation. Elle accuse qui? Elle accuse. Elle parle de condamnation isolée qui présage des deals isolés. Alors, comment est-ce que Nathalie Yam, à son niveau, peut accuser le Mali de vouloir faire des deals isolés avec la France, alors qu'aujourd'hui, ce sont les dirigeants maliens qui sont victimes des mercenaires français? Mais selon vous, elle s'est basée sur... Non, j'arrive. Aujourd'hui, ce n'est pas Nathalie Yam qui est cherchée pour éliminer, mais ce sont les dirigeants maliens qui sont cherchés aujourd'hui par la France et ses mercenaires pour éliminer. N'est-ce pas? Donc, elle ne peut pas supposer que le Mali envisage de faire un deal isolé avec la France et prétendre encore être un soutien du Mali dans ce combat ou un soutien de l'AS dans ce combat. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi elle a affirmé son soutien. Alors, cela signifie qu'elle soutient des gens dont elle ne fait pas confiance. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal de soutenir des gens dont vous ne faites pas confiance? Je continue. Ensuite, dans sa vidéo, elle dit « Je ne veux pas entendre ça ». Ça, c'est donner une injonction au Mali. Je ne veux pas entendre ça. Ça, c'est donner une injonction. Ensuite, elle va jusqu'à dire que si un jour, ce Yann Vézilier, si on le libère un jour, en dehors du cadre qu'elle a dit, cela signifie que la personne ou bien les personnes qui ont fait ça ont abandonné la lutte et que ces personnes, et que ce sont ces personnes-là qui sont derrière l'assassinat de Sadio. Elle propose un deal ou quoi? Elle dit que Amadou Koufa, Yada Gale et autres, je pense qu'elle a cité 5 noms ou bien, voilà. Elle dit tant que il n'y a pas un échange, le Mali libère Vézilier et la France remet ces 5 personnes-là. Elle dit en dehors de ça, si le Mali fait autre chose, cela veut dire que le Mali a trahi la lutte et cela veut dire que
le Mali ou bien les personnes qui font ça sont coupables de l'assassinat de Sadio. Donc c'est comme si elle et elle seule, ce qu'elle propose, si cela n'est pas fait, ça veut dire que ce n'est pas bien. Donc elle détient le monopole de la vérité. Et deuxièmement, elle sait ce qui est bien pour le Mali plus que Assimi, plus que les autres. Mais est-ce que ce n'est pas une manière pour elle de nous expliquer ou de nous faire comprendre la gravité de l'acte que ce monsieur... Je vais arriver à ce point. Si c'est pour nous expliquer la gravité de ce que ce monsieur a fait, je pense qu'elle est mieux placée pour savoir que c'est le Mali qui a arrêté ce monsieur-là. Donc, si le Mali ne savait pas que ce n'était pas grave, si le Mali ne savait pas qu'il avait fait des choses, le Mali n'allait pas l'arrêter. Elle était là, Yann était là. Est-ce qu'elle savait même que Yann était au Mali? Non, j'ai compris. Est-ce qu'elle savait que Yann était au Mali? Elle ne savait pas. Donc, ce n'est pas à elle de dire aux autorités maliennes que Yann est mauvais. Son incompréhension peut-être la tout. Non, je vais arriver à ce point-là. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas à elle de dire aux autorités maliennes que Yann est mauvais à un tel point qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Parce que l'information qui a permis à l'arrestation de Yann, ce n'est pas elle qui a donné ça. Le jugement, ce n'est pas elle. L'accusation, ce n'est pas elle. Donc, ça veut dire que le Mali sait déjà qui est Yann. Le Mali sait déjà ce que Yann a fait. Et raison pour laquelle le Mali lui a jugé. Et raison pour laquelle le Mali a pris le risque, sachant bien que la France peut même organiser une opération d'attaque contre le Mali pour libérer Yann. Ben, ça a été dit lorsque les 4 espions étaient aux mains des autorités burkinabèses. Les autorités françaises ont reconnu que dans les coulisses, ils préparaient une opération pour aller libérer ce derrière. Et que cette opération allait se baser sur un pays voisin dont les militaires français, comment dire là, dans un pays où les militaires français sont présents. Donc la détention sur le sol malien, la France a même tenté de libérer ces espions qui étaient au Burkina. Donc, qu'est-ce qui te prouve que la France n'a pas tenté d'organiser une opération pour venir chercher Yann? Donc, le Mali qui était conscient de ça, les autorités qui ont pris ce risque-là pour arrêter, juger et jusqu'à présent mettre Yann en prison, vous allez encore leur dire que Yann est comme ci, comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vais arriver au parti qui est encore plus incompréhensible, qui n'est même pas acceptable. Oui, dans la sortie de Nathalie Yamb. Parce que si c'était un citoyen lambda qui était sorti pour poser ces questions ou pour s'aimer cette doute, ce doute et cette confusion, on allait comprendre. Mais Nathalie Yamb n'est pas n'importe qui. Elle a été nommée conseillère spéciale d'un président de l'AES. Alors imaginez que les conseillers des présidents de l'AES se mettent à faire ce que Nathalie a fait. Qu'un conseiller de Assimi se met à critiquer et à semer les doutes sur ce que IB fait, qu'un conseiller de IB se mette à critiquer, à semer les doutes sur ce que Tchani fait et qu'un conseiller de Tchani fait pareil au Mali. Cette sortie n'est pas une initiative personnelle. Non, j'arrive. Non. Je suis en train de te dire quoi. Soit elle ne mérite pas cette nomination comme conseillère, soit elle ne sait pas, elle ne connaît pas la portée de cette nomination. Je pense qu'elle mérite bien cette nomination. Donc, si elle mérite cette nomination, elle doit connaître la portée de cette nomination, les devoirs qui lui incombent après cette nomination et les droits. Après cette nomination comme conseiller ou conseillère d'un président de l'AES, elle n'est plus comme les autres citoyens. Elle ne peut plus parler comme les autres citoyens. Elle ne peut plus parler de IB comme les autres citoyens. Elle ne peut plus parler de Assimi comme les autres citoyens. Elle ne peut plus parler de Tchani comme les autres citoyens. Et surtout, elle ne peut plus parler sur les affaires aussi sensibles comme ça comme les autres. Elle est une autorité de l'AES.
Donc, étant une autorité de l'AES, elle ne peut pas se permettre de parler comme ça. Donc, elle a fauté. Soit elle ne mérite pas, soit elle n'a pas mesuré la portée de sa nomination. Imaginez seulement quoi? Imaginez seulement qu'une autorité de sa taille se permette ou se mette à faire pareil. Ça sera la zizanie dans l'AES. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est plus Nathalie l'influenceuse. Non, 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 non. Elle est Nathalie autorité de l'AES. Nathalie conseiller dans l'AES. Et Nathalie conseiller dans l'AES ne peut pas, ne doit pas, et il n'est pas permis que Nathalie conseiller ou conseillère dans l'AES se mette à faire pareil, à parler comme ça. C'est pas acceptable. Est-ce que même pour la cohésion au sein de l'AES, un conseiller doit se mettre à parler comme ça? Mais Idrissa, est-ce qu'elle ne s'est pas basée sur les choses? Est-ce qu'elle peut sortir faire ces accusations? Je vais y arriver. Je vais y arriver. D'ailleurs, dans sa vidéo, elle ne fait que des suppositions. Suppositions. Si vous faites ceci, si vous faites cela, ça, elle ne fait que des suppositions sur quelque chose qui n'a même pas encore été fait. Est-ce que vous comprenez? Si c'est pour savoir quelque chose, ou bien si c'est pour conseiller, elle a été nommée pour conseiller quand même. Est-ce qu'elle a été nommée pour conseiller sur les réseaux sociaux ou conseiller dans les bureaux? Non, je ne pense pas qu'un président va nommer un conseiller pour aller le conseiller sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas si un président va nommer un conseiller pour aller, pour que ce dernier lui conseille à travers une vidéo que tout le monde peut voir. C'est une influenceuse avant tout. Hein. Une influenceuse, soit tu acceptes de rester influenceuse et que tu conseilles à travers les réseaux sociaux, soit tu acceptes d'être conseiller personnel, spécial, et en ce moment, tu conseilles dans les bureaux. Tu ne peux pas choisir les deux et faire les deux. Parce que désormais, tu fais partie de l'ancrage. Elle a une responsabilité. Effectivement, elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité, elle a un chemin à prendre. Si c'est pour s'informer, elle qui a été nommée conseiller ou conseillère, elle peut s'informer auprès des présidents de l'AES, auprès des autorités de l'AES pour comprendre ce qui se passe. Et en ce moment, comme elle est supposée aider l'AES dans ce combat, elle devrait communiquer pour l'AES et non contre l'AES, et non amener les gens à douter des dirigeants de l'AES, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle amène les gens à douter de l'AES, des présidents de l'AES, à douter. Parce que lorsqu'elle parle de condamnation isolée, qui présage un deal isolé. Donc comme si le Mali envisage de faire un deal isolé. Quand on dit isolé, ça veut dire que les autres ne sont pas au courant. Donc le Mali envisage de faire un deal isolé avec la France, alors que le Niger n'est pas au courant, alors que le Burkina n'est pas au courant. Est-ce qu'elle doit être la personne qui sème cette confusion? Donc, comprenez que les gens n'acceptent pas ça. Mais quelle est cette motivation? C'est elle et elle seulement qui peuvent nous dire ça. Parce qu'elle-même, au début de la vidéo, elle dit qu'elle ne va pas être comprise, Et surtout, elle ajoute qu'elle ne va pas être comprise et que dans les jours à venir, les gens vont venir lui demander pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle est en train de dire ça, c'est ce qui va se produire. Peut-être que le temps va lui donner raison. Si le temps lui donne raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les jours à venir, elle pense qu'il y aura un deal isolé. Est-ce que Nathalie Yam que tu as connue, est-ce qu'elle doit faire ça? Faire ça, est-ce que c'est soutenir le combat de l'AES ou aller à l'encontre du combat de l'AES? Et surtout, à son niveau, elle sait que lorsqu'on arrête le citoyen d'un pays étranger, il y a forcément des négociations quand même. Ce pays va tenter des négociations pour avoir les 2 Français qui étaient détenus en Iran ont été libérés.
Hein? Sur des conditions Que le citoyen lambda ne saura pas. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de quoi? C'est le Mali qui sait. Le Burkina a besoin de quoi? C'est le Burkina qui sait. Le Niger a besoin de quoi? C'est le Niger qui le sait. Et d'ailleurs, même dans sa vidéo, elle a même critiqué le fait que IB a libéré les 4 espions. Parce qu'elle dit, le Burkina a fait ça, il ne faut pas que le Mali fasse ça aussi. Donc ça veut dire que ce que le Burkina a fait, ce n'était pas bien. Alors qu'elle ne sait pas, le Burkina a libéré ces 4 espions. Sur quelles conditions, elle ne le sait pas. D'ailleurs, c'est elle-même qui disait à un moment que le Burkina aurait libéré ces 4 agents-là, hein, comment dirais-je là, que la France a versé 60 millions d'euros au Burkina. Et en ce moment-là, elle se réjouissait même, elle disait que c'était bien. Et aujourd'hui, elle vient pour conditionner la libération de ce dernier, hein, à la livraison de Yada Gali, de Koufa, de toutes les têtes terroristes, et que pour elle, si cela n'est pas fait, tant que ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est une trahison. Mais d'une partie aussi, si vous écoutez ce qu'elle dit, que M. Yann Christian Vénilier, qui est condamné à 20 ans de prison, doit rester derrière les barreaux jusqu'en 2047. Mais ça aussi, on peut dire que, est-ce qu'elle n'est pas motivée d'une bonne foi, que le gars reste en prison ici, que les autres Français ne sachent, voir que ce monsieur-là, il est là, il a fauté et il est condamné au Mali. Ça va servir de leçon pour les autres. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça sans dire que le Mali a fait un procès isolé qui présage un deal isolé? Est-ce que vouloir dire seulement qu'il faut que ce dernier reste en prison, est-ce qu'elle ne peut pas dire ça sans affirmer ou sans prétendre que le Mali a fait un jugement isolé et que le Mali envisage un deal isolé? Est-ce qu'elle est obligée de dire ça? Non. Peut-être le temps qu'elle a. Est-ce qu'elle est obligée de dire, en voulant dire qu'il faut que ce gars reste en prison, est-ce qu'en voulant dire ça, est-ce qu'elle est obligée de dire que si on le libère, hein, en dehors du cadre qu'elle a dit, cela veut dire que celui qui libère fait partie de ceux qui ont tué Sadio Camara? Non. Ça colle pas. Pourquoi? Elle est en train de lier beaucoup de choses et au même moment, elle crée la confusion, elle sème le doute. Donc, en regardant la vidéo, on va douter de Assimi. Si, en regardant la vidéo de Nathalie Yama, on va douter de Assimi. Même si elle n'a pas prononcé. Alors que Assimi a plus 1000 fois de risques, plus qu'elle. C'est la façon dont elle vit aujourd'hui. Si Assimi vivait comme ça, Assimi n'allait pas être là aujourd'hui. Hein. Parce que malgré les petites interdictions et autres là, pour Assimi là, ce n'est pas comme ça. S'ils trouvent Assimi aujourd'hui, ils vont le tuer. S'ils voulaient la tuer, eh bien, n'est-ce pas? Donc, je pense que quand on veut soutenir une lutte, ou quand on veut soutenir des gens dans leur combat, on ne se met pas devant eux. On peut se mettre derrière eux ou à côté d'eux, mais on ne se met pas devant eux. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle veut se mettre devant nous dans notre combat. Ça ne marche pas. Soit tu te mets... Le combat de tous les panafricains, chacun doit y jouer son rôle. Ce n'est pas elle qui subit les tentatives de blocus. Vrai ou faux? Non, j'arrive. Ce n'est pas elle qui vit dans les endroits où les terroristes circulent. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les gens comprennent cela. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui vivons les réalités. C'est nous qui souffrons ici. Donc, si quelqu'un d'autre se croit panafricain, le panafricanisme ne lui donne pas le droit de vouloir se substituer aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Non. Ça, il faut que tout le monde se mette ça en tête, quoi. Quel que soit qui tu es, panafricain, quoi, ça ne te donne pas le droit de vouloir te substituer aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, on était là.
Depuis longtemps. On dit ça, peut-être elle est inquiète. On dit que dans une C'est forêt, raison pour laquelle je dis, dans une forêt en feu, il n'existe pas, hein, il n'existe pas de, comment dirais-je là, c'est-à-dire il n'existe pas de refuge, hein, il n'existe pas de refuge éternel. Peut-être c'est une inquiétude. Aujourd'hui, elle est réfugiée quelque part. C'est nous qui n'avons pas de refuge ici. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, mais je vous dis, j'arrive. Vit avec nous la situation. Non. Je vous dis qu'elle a été nommée auprès d'une autorité, d'une institution. Si elle est inquiète, elle peut s'informer, avoir les informations. Si elle est inquiète, elle peut conseiller là-bas. Est-ce qu'elle a été écoutée? Est-ce qu'elle a démissionné? Si vous n'avez pas écouté... Ah oui, la logique veut que si on te nomme pour quelque chose, celui qui te nomme pour lui donner des conseils, si ce dernier n'écoute pas tes conseils, tu démissionnes. Sans quoi? Tu vas rester pour quoi? Pour l'argent? Donc, elle a des oreilles qui l'écoutent. Elle a des mains qui la reçoivent. Donc, si elle a des doutes ou bien elle s'inquiète, ben, elle utilise ces oreilles-là pour parler, pour faire passer son message. Pas venir faire ce que même les Français n'osent pas faire. Parce que ça, je ne sais pas ce qu'elle veut dire ou où est-ce qu'elle veut aller. Ça, c'est tout simplement préparer un terrain. Un terrain? Oui. Quel terrain? Dans les jours à venir, dire que le Mali fait copain avec la France. Oui, mais c'est ça. Quel est son intérêt? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est semer le doute, créer la confusion, une accusation indirecte et surtout infondée. Infondée. Voilà. Aucune base solide. Ben, c'est des suppositions. Et à son niveau, elle ne doit pas faire ça. Et si on vous demandait de conseiller Nathalie Nyang, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'elle choisisse entre rester ce qu'elle a été, hein, genre venir parler comme ça. C'est pas pour l'insulter. Moi aussi, je parle. Tu vois, non? Ce que je dis aujourd'hui n'engage aucune autorité. Soit elle accepte de devenir conseiller comme elle a été nommée. Maintenant, si elle est influenceuse, elle peut se permettre de dire certaines choses. Une fois qu'elle accepte d'être conseiller ou conseillère, elle a une responsabilité. Là, c'est vrai, elle est une conseillère spéciale du président de la transition. Mais est-ce que cela doit l'empêcher d'exprimer ce qu'elle pense? Oui, publiquement, oui. Il y a le devoir de réserve. Ce n'est pas une trahison en quelque sorte. Non, il y a le devoir de réserve chez les autorités. La raison pour laquelle j'ai dit, soit elle ne mérite pas ce poste, soit elle n'a pas mesuré la portée. Si on te nomme aujourd'hui, si on te nomme aujourd'hui conseiller du président, tu n'as plus le droit de parler comme les autres. Parce que tout ce que tu dis peut engager d'autres personnes, peut même engager un pays. Et surtout quand il s'agit des pays alliés. Dans une alliance comme AES, il ne peut pas être permis, il n'est pas acceptable qu'un conseiller dans l'AES sorte pour critiquer un pays allié. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part. Parce que déjà, être conseiller du président, automatiquement, tu deviens diplomate. Mais si elle peut se ressaisir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elle a commencé, ce n'est pas bien du tout. Et ça ne nous profite pas. Et il ne faut pas que ça continue. Et quelles peuvent être les conséquences de cette sortie? Les conséquences, c'est semer la confusion. C'est semer la confusion. Cette confusion n'arrange que la France. Même si ce n'était pas son objectif.
Ben, je ne sais pas quels étaient ses objectifs, mais quand même, ça ne peut que semer la confusion. Et tu sais que la confusion est le premier ennemi de la révolution. Et celui qui sème la confusion dans la révolution, je vais me réserver de prononcer l'expression quoi. Ce n'est pas permis dans la révolution. Tu sais qui Thomas Sankara traitait de contre-révolutionnaire? C'est les gens qui essayaient de semer la confusion. C'est pas bon. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais on ne peut pas se lever juste comme ça parce qu'on ne comprend pas quelque chose, arriver à un certain niveau, parce qu'on n'a pas compris quelque chose, mais parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on sort, on fait une vidéo. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu as accès à une institution, tu as accès à un président, tu es même nommé auprès d'un président. Si tu ne comprends pas des choses, tu demandes. Voilà. Si tu as des suggestions à faire, tu passes par là. On t'explique bien, tu donnes ça. Mais tu ne peux pas. Et surtout en ce moment où le Mali est attaqué comme à jamais. Et au moment où des Français, des officiels français, des députés français ont annoncé la chute du Mali pour quelques semaines ou quelques mois, tu ne peux pas te permettre, au moment où le président malien a besoin du soutien populaire, a besoin du soutien a besoin du soutien panafricain, tu ne peux pas te permettre de venir dire cela en ce moment-là. C'est grave ce qu'elle a fait. C'est une sortie ratée. Ratée, hasardeuse. Voilà. D'accord. Nous allons attaquer le second sujet de notre émission. Notre président de la transition, le chef de l'État, après 5 ans à la tête du pays, selon vous, quel acquis faut-il consolider après les 5 ans de l'exercice? Moi, je ne parle pas d'acquis, mais je parle de l'état de lieu. État de lieu. Parce que nous sommes en guerre. Et moi, c'est le parcours que je regarde. Le parcours que je regarde. Est-il satisfaisant? J'arrive quand même à la date d'aujourd'hui, la chute du Mali qui était programmée n'a pas lieu. La chute. Qui était programmée. Et tout récemment, le député français disait que le Mali va tomber en quelques semaines. Je pense que nous avons dépassé quelques mois. Donc, si tu compares l'objectif de l'ennemi et l'état dans lequel tu es, c'est en ce moment que tu peux savoir si tu as avancé ou pas, ou bien si tu as fourni des efforts ou pas. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui disent que depuis 2020 jusqu'au jour où nous sommes, les lignes ne bougent pas. Le Mali est en train d'assombrir, nous sommes dans la difficulté, la population souffre, ça ne va pas. Mais le Mali n'est pas tombé et nous vivons encore. Qu'est-ce que vous appelez tomber, ça? Oui, j'arrive. Un pays qui était programmé pour tomber, c'est-à-dire les institutions allaient disparaître, si vous comprenez, le Far West allait s'installer, et bref, la Somalie, la Syrie ou Libye, vous les voyez, ce sont des pays tombés. Et c'était ce qui était programmé pour le Mali également. Est-ce que vous comprenez? Donc si on arrive à maintenir le pays, maintenir les institutions, et que le pays arrive quand même à fournir la nécessité pour la survie, je pense que c'est un pas. Parce que quelqu'un qui est programmé pour mourir le lundi, s'il arrive à survivre le mercredi, ça veut dire qu'il a échappé quand même à beaucoup de choses. C'est sûr que nous avons échappé. Si, j'arrive, je vais t'expliquer. Le Mali aujourd'hui est attaqué par la France.
par l'Ukraine, par l'Algérie. Associé à ces trois, il y a des mercenaires qui quittent un peu partout. Il y a des pays limitrophes qui participent également au complot. Et ils font ça pourquoi? Pour empêcher les Maliens de vivre, empêcher le pays de payer les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, empêcher les citoyens de circuler, d'aller au champ, d'aller au marché, d'avoir à manger pour que le pays s'effrite. Et une fois que le pays s'effrite, ils vont venir récupérer le reste pour en faire ce qu'ils veulent. Mais malgré toutes ces adversités, malgré ces milliers de mercenaires utilisés contre nous, malgré ces milliards d'euros investis pour nous voir à genoux, aujourd'hui, on arrive quand même à faire le nécessaire, même si on souffre. Mais Kadhafi n'a pas pu résister. Comme la Libye n'a pas pu résister comme nous résistons aujourd'hui. Oui. Si vous prenez le Mali et la Libye, au Mali, il y a un État. Libye, il n'y a plus d'État. C'est la loi du plus fort. Comparez le Mali à la Somalie. Il n'y a plus d'État. C'est la loi du plus fort aujourd'hui. Et au Mali, il y a un État. Il y a des institutions. L'école continue. Les marchés continuent. Les citoyens continuent de circuler. Les gens vont au champ. Les produits rentrent et sortent. Il ne faut pas oublier que ce minimum-là, tu n'étais pas censé pouvoir faire ça. Effectivement, c'est pour cela que beaucoup de personnes disent que si cette transition devrait se glorifier, magnifier un bilan, ce serait la défense et la sécurité, le renforcement, l'acquisition des équipements militaires. Mais que les événements du 25 avril ont prouvé, peut-être, nous ont démontré une autre vérité. En réalité, que cette menace, elle est réelle. Et puis la sécurité dont nous parlons, que ce n'est pas un acquis total. Ceux-là qui pensent de cette manière. Bon, ce n'est pas un acquis ou acquis total. Je ne sais pas acquis total, ce que ça veut dire. Aucun pays n'est à l'abri lorsqu'il est attaqué par des terroristes. C'est vrai, mais voilà, j'arrive. Raison pour laquelle je vous ai dit que il faut savoir qui t'attaque. Il faut savoir qui t'attaque pour savoir si tu as pu résister à l'attaque ou pas. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai cité les pays qui nous attaquent. Ils ne l'ont pas caché. Les moyens qu'ils ont mis en place, ils ne l'ont pas caché. Et ce jour-là, ils ont dit que leur objectif, c'était de prendre le pouvoir ce jour-là. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu prendre le pouvoir. Ils nous ont donné des coups. Parce que nous sommes en guerre. Et quand on parle de guerre, quand on dit que la guerre n'est pas bonne, quand on dit que la guerre est dure, c'est parce que dans la guerre, pendant la guerre, on prend des coups. Raison pour laquelle on te dit que la guerre n'est pas bonne. Et nous avons pris des coups le 25. Est-ce que vous comprenez? Prendre des coups et mourir, ça ne va pas là. Ce n'est pas la même chose. On a pris des coups, mais on n'est pas mort. Des coups très durs. Très, très durs, mais on n'est pas mort. Et il faut être homme pour pouvoir résister à des coups et surtout pour pouvoir neutraliser, infliger, repousser et chasser ceux qui te donnent des coups. Il faut être un vrai homme. Il faut avoir une vraie capacité pour faire ça. Ceux qui ont attaqué sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, on sait que Assimi part à Koulouba pour travailler. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il y a du travail? On ne sait pas. Où est-ce que Bilal Agachérif travaille le matin, chaque jour? Où est-ce qu'il va? On ne sait pas. Même ses propres combattants ne savent pas où est-ce qu'ils passent la journée. Est-ce que les terroristes savent aujourd'hui où est-ce que Koufa passe la journée? Donc celui qui a été attaqué, on sait où est le chef. Mais celui qui a attaqué, on ne sait plus où se trouve son chef. Qui a réussi? Mais
C'est-à-dire, souvent, il faut voir l'histoire des guerres pour pouvoir comprendre certaines choses. Quand l'Allemagne a attaqué la France n'a jamais pu résister à une attaque. À chaque fois que la France a été attaquée, elle a été prise. On me disait que la France a perdu une bataille et non la guerre. Mais elle a été prise. Elle a été prise. En 14, elle a été prise. En 30, combien 39, 40, ainsi de suite. Deuxième guerre, elle a été prise. Et bien avant ça, la guerre de prise, elle a été prise par l'Allemagne. Et nous, on résiste ici. Je pense qu'il faut remercier Dieu pour ça. Il faut remercier Dieu pour ça et demander à Dieu et surtout être fort, être sérieux pour pouvoir rebondir, pour pouvoir gagner la guerre. Mais lorsque on est croyant et que face à des difficultés et qu'on arrive au moins à s'en sortir, il ne faut pas occulter ça. Il ne faut pas occulter ça. C'est-à-dire, c'est comme si il y a eu un accident, il y a certains qui sont morts, toi tu as été blessé, il faut remercier Dieu. Parce que tu es vivant. Voilà. Juste après avoir fait l'état des lieux, et si on vous demande peut-être votre perception, selon les différents secteurs, quels sont les secteurs selon vous que les autorités doivent vraiment renforcer ou peut-être changer de paradigme? D'abord, la sécurité. Il faut renforcer encore plus de sérénité, plus de vigilance. Est-ce que vous voyez? La sécurité, elle est toujours renforcée, l'acquisition des équipements. Non, j'ai dit renforcer, plus de sérénité, plus de vigilance. Parce qu'on a vu le 25, il y a eu des failles. Et le Premier ministre même a reconnu ça. Et ces failles-là, il faut les corriger. Il faut, à un moment donné, il faut qu'on adopte le comportement des citoyens d'un pays en guerre, que tu sois militaire ou civil. Comportons-nous comme des citoyens d'un pays qui est en guerre. Parce que le problème de la guerre, c'est comme ça. Et quel est ce problème? Tu oublies 30 secondes que tu es en guerre, tu vas prendre des coups. C'est ça le problème avec la guerre. Pendant la guerre, il faut être concentré tout le temps et en tout moment et en tout lieu. C'est une situation d'exception. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que si on arrive à avoir... c'est-à-dire si on arrive, c'est pas... c'est pas comment expliquer ça. Si on arrive à avancer, genre si on arrive à repousser les terroristes jusqu'à un certain niveau, si on arrive à circonscrire la guerre jusqu'à un certain niveau, vous allez voir, c'est automatique. Tous les autres vont venir. Parce que souvent, c'est automatique. L'économie, avec la guerre, l'économie, c'est compliqué. Quand il y a la guerre, l'éducation, c'est compliqué. Quand il y a la guerre, la sécurité, tout et tout, c'est compliqué. Maintenant, lorsqu'on arrive à circonscrire à ça à un certain niveau, on peut prétendre au développement de l'économie et autres. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de gagner cette guerre-là. Aujourd'hui, c'est de gagner cette guerre-là. Et pour gagner cette guerre-là, et avoir tout le temps la confiance de la population et maintenir le peuple résilient, je pense aussi pour ça, il y a des comportements à adopter. Donc, vous croyez fermement qu'un jour que le Mali va remporter cette victoire? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Les Maliens peuvent faire des erreurs. Les Maliens peuvent ne pas s'entendre à un moment donné. Mais cette guerre-là, on va la gagner parce que c'est nous qui sommes agressés. Et dans l'histoire de l'humanité, partout où il y a agression, le peuple agressé, le peuple opprimé, lorsqu'il décide de prendre ses responsabilités, il a gagné. Voilà. Peut-être si vous avez un dernier mot pour continuer l'émission. Non, comme je vous le disais, comme vous le savez déjà, ici, on suspend. Il n'y a pas de dernier mot. On suspend. Et après...